Merci de me recevoir dans vos locaux. Moi, c'est Mohamed Ibrahim Moul Mohamed Laklaf, ou Bouaka, citoyen mauritanien ou ivoiro-mauritanien, né en Côte d'Ivoire, des pères et des mères mauritaniens. Mais j'ai eu le droit de la naturalisation parce que je suis né en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donné la nationalité à ceux qui sont nés avant 1967, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avant 1967. Avant 1967, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire ont le droit du sol. Ils sont devenus ivoiriens de nationalité, Ouais. de droit. Le droit. Sur le droit du sol. Oui, voilà. Vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret? 1967 2023. 67 2023. 57 ans. 57 ans. Oui. Et de ces 57 ans, vous avez dit que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, ivoirien de résidence. Ivoirien de résidence. De résidence. Oui. Donc, pourquoi j'ai dit de résidence? Parce que ça vous a permis un peu de voir la migration en elle-même. Oui. Parce que vous la vivez. La Côte d'Ivoire est un pays qui a toujours été un pays d'accueil pour les migrants mauritaniens. Ça date de très très longue date. Il ne faut pas remonter dans le temps, mais je me souviens que même quand j'étais enfant, on m'a parlé donc de l'immigration en Côte d'Ivoire. Et vous êtes né de cette migration. Que faisaient vos parents en Côte d'Ivoire? Mes parents, comme tous les migrants africains qui sont déplacés dans les années 60, moi j'ai vu la troisième génération des migrants. Mes parents sont de la première génération qui sont partis de leur pays d'origine avant les indépendances. Mon père, paix à son âme, est arrivé en Côte d'Ivoire en 1948. Il est resté. Il a fondé sa famille. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il soit enterré après cette période. Il y a une deuxième génération qui est la nôtre, nous qui sommes nés après les indépendances. Et il y a une troisième génération qui est en qui est en voie de développement. Qui est en voie de développement. Par exemple, nos enfants. Donc on peut parler pour la Côte d'Ivoire d'immigration économique. Oui. C'est une immigration économique. Ils sont tous partis pour aller, comme on le dit, ils s'en vont chercher de quoi subvenir à leurs besoins. Quoi vivre. Et cette immigration économique, elle se concrétise dans quelle activité? Dans un premier temps, nos parents, c'était les gens qui amenaient les animaux de la Mauritanie, du Mali, la transhumance. Au début, c'était les animaux. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Ils sont beaucoup plus dans le commerce que dans le commerce des bétails. En ce moment, c'était une transhumance, donc une transfrontalière, mais qui était plutôt celle de l'élevage. Celle de l'élevage, le commerce des bétails. Le commerce de bétail. Ouais. Vous avez fait l'école en Côte d'Ivoire? Je l'ai fait en Côte d'Ivoire, je l'ai fait même ici en Mauritanie. Je suis arrivé dans la wilaya de Néma en 1973 jusqu'en 1984. Où j'ai fait l'arabe et j'ai fait le français. Donc je suis retourné en Côte d'Ivoire en 1983. J'ai continué les études en français. Et après, j'ai mené d'autres activités qui font qu'aujourd'hui, je me sens épanoui, tranquille. Et puis, j'ai vu mon époque. La migration actuellement est une porte ouverte à beaucoup de jeunes. Parce qu'avant, la migration était plutôt une migration qui était ouverte à des gens d'une première génération. Maintenant, la jeunesse, la donne a changé. Ce sont plutôt les jeunes qui migrent vers ces pays. Parce que traditionnellement, entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, le flux est un flux qui exprime vraiment une amitié profonde entre les deux pays. Qu'est-ce que les jeunes actuellement en Côte d'Ivoire
exercent comme activité? Aujourd'hui, cette dernière génération, ces jeunes qui viennent en Côte d'Ivoire pour travailler, les 80% ou les 90% travaillent dans ce qu'on appelle le commerce de détail, le commerce de proximité. Où depuis quelques temps, il y en a qui commencent à travailler dans le commerce de la vente de pain, c'est-à-dire les boulangers. Donc, ils sont beaucoup aujourd'hui, entre 15 et 20% des jeunes qui travaillent dans ces boulangeries. Sinon, la grande majorité travaillent dans les boutiques comme des commerciaux à l'intérieur des boutiques. Est-ce que vous avez un chiffre du nombre de Mauritaniens actuellement en Côte d'Ivoire? Le nombre, est-ce que j'ai le nombre exact? Proprement dit, non, mais je sais qu'à un moment donné, on était environ 250 000 avant la crise. Et après la crise, les chiffres exacts, on ne l'a pas, mais on se dit qu'on est aux environs de 150 000. 150 000. Ouais. Le problème de la résidence en Côte d'Ivoire est-il comme celui de la résidence dans notre pays, en Mauritanie, ou c'est un cas particulier? Parce que dans certains pays, comme la Mauritanie, il est exigé donc des ressortissants des autres pays de payer ce qu'on appelle je sais pas, la taxe de séjour ou une indemnité donc, de séjour dans le pays. Et vous, en Côte d'Ivoire, quelle est votre situation? Cette situation est vraiment préoccupante dans la mesure où la Côte d'Ivoire, depuis presque 7 ans, a ordonné à tous les étrangers qui sont sur son sol de s'acquitter d'un droit de la carte des résidents. La carte des résidents pour tous les expatriés, tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour le cas de la Mauritanie, jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, on a un souci parce qu'on ne sait pas réellement où nous nous trouvons dans cette situation. Parce que la Côte d'Ivoire dit toute personne en dehors de la CEDEAO doit s'acquitter d'une carte de résident qui coûte 300 000 francs. Les Français, c'est-à-dire la République française, 150 000. Les coopérants et les gens qui sont en mission, 35 000. Quant aux ressortissants mauritaniens, on se trouve aujourd'hui confronté à une histoire qui n'est pas claire. Les autorités mauritaniennes ne nous raffirment pas que nous sommes de la CEDEAO et on ne dit pas que nous ne sommes pas de la CEDEAO. Donc notre cas est un cas à problème. Un cas à problème aujourd'hui, nous sommes là. Mais c'est un cas à problème peut-être, mais pas pour vous. Vous êtes ivoirien, vous. Oui, mais moi quand je parle pas, quand je parle en tant que Mauritanien, je ne regarde pas mon cas personnel. Vous parlez en tant que Mauritanien ou vous parlez en tant qu'Ivoirien? En tant que Mauritanien et en tant qu'Ivoirien. Vous avez la nationalité ivoirienne? J'ai les deux. Vous avez les deux? Oui. Deux. Mais c'est un cas qui touche les Mauritaniens. Mais même si vous avez la nationalité ivoirienne et vous êtes Mauritanien, vous êtes tenu, en exerçant une activité, de payer cette taxe? Non. 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 Moi, je ne suis pas tenu à avoir la carte de résident. Même si vous exercez une activité commerciale? Non, même si j'exerce une activité commerciale, je n'ai pas le droit d'avoir je ne suis pas obligé d'avoir la carte de résident. La carte de résident, c'est pour tous ceux qui sont étrangers qui vivent sur le territoire ivoirien. Donc, il doit exercer un commerce. Il faut d'abord résider avant d'exercer un commerce ou une activité. C'est pour tous les résidents. C'était avant la carte de séjour. La carte de séjour a été bannie dans tout l'espace de la CEDEAO. Et ils ont créé cette carte de résident. Et vous payez, vous avez dit combien? 300? La Côte d'Ivoire dit les pays hors CEDEAO, oui. 300 000. 300 000. La France, 150 000. Les coopérants et les gens qui sont en mission, 35 000. Les cas qui sont considérés comme des cas applicables pour une personne qui va être un résident, quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous dépassez 3 mois, vous êtes considéré comme une personne qui est résident. Pas en règle. Qui n'est plus... vous n'êtes plus en cas de séjour. Oui. Le séjour s'arrête après 3 mois. 3 mois. Voilà. Donc, comme ici d'ailleurs en Mauritanie. Et le montant que vous avez donné en francs CFA, il représente combien à peu près en Ouguiya? Si on prend le cas de hors CEDEAO, c'est-à-dire 300 000 francs, oui. Il faut compter... 280 000 à peu près. 180 à environ 180 000. À 180 000. Oui. C'est quand même trop parce qu'ici, la Mauritanie exige seulement de certains ressortissants la carte de séjour pour le montant de 22 000. L'écart quand même, il est grand. Chaque pays a
à sa souveraineté, décide ce qu'il arrange. Voilà. Voilà. Est-ce que les Mauritaniens dont vous avez parlé du nombre, comment elle vit cette communauté? Est-ce que c'est une communauté qui est solidaire, qui a des contacts, qui elle-même s'organise en communauté d'un même pays? La solidarité, peut-être qu'aujourd'hui on est en perte. Les premiers Mauritaniens, c'était les Mauritaniens solidaires. Nos parents, c'était des gens qui étaient très intelligents, très habiles, très respectueux et puis très agréables socialement. Ils étaient vraiment solidaires. Malheureusement, ils étaient dans la tradition. Ils étaient dans la tradition mauritanienne. Oui. Malheureusement, après, la solidarité n'a plus son sens étymologique même chez les Mauritaniens d'autrefois. La preuve en est qu'avant, dans toutes les familles, tous les habitants d'une région, ils avaient toujours des résidences pour les étrangers. On prenait soin de l'étranger qui arrivait. Il avait tout le temps qu'il veut. En tant qu'étranger, il mange, il dort, il est tranquille. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des maisons pour accueillir les étrangers. Voilà, les gens sont pressés. Des maisons d'accueil. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus comme avant. D'accord. Malheureusement. Les relations qui existent entre la communauté mauritanienne vivant en Côte d'Ivoire et les autorités de notre pays, comment elles se passent? Est-ce que c'est des relations très bonnes? Est-ce que c'est des relations distendues? Est-ce que c'est des relations distantes? Les relations entre les populations mauritaniennes et ivoiriennes sont à un très bon niveau depuis des décennies. Moi, jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens que je rencontre sont toujours émerveillés de cette relation entre Mokhtar Ould-Daddah, paix à son âme, et Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours continué avec le président Bédié, ça continue avec le président Gbagbo, Guy Robert, et après Alassane Ouattara. Au niveau des populations, je ne lance pas une fleur à la communauté mauritanienne, mais c'est la communauté la plus respectée parmi toutes les communautés étrangères qui vivent sur le sol ivoirien. Les Ivoiriens sont émerveillés du comportement, de l'attitude et de la confiance des Mauritaniens. Ils le disent tous les jours, les Mauritaniens sont des gens qui sont braves, qui sont venus travailler, qui se consacrent qu'à leur travail, un point bas. Ils se mettent de rien, et Dieu merci, vous savez ce que ça veut dire. Quand un Africain vous dit que vous avez la chance de ne pas vous mêler d'autres choses qui ont créé du tort à beaucoup d'autres communautés, c'est vraiment réconfortant. Ils ne font pas de la politique en tout coup. La politique, c'est le commerce, c'est de servir les consommateurs de 6h du matin jusqu'à minuit, 3h du matin la nuit. Qu'est-ce que, à votre avis, selon votre expérience, propre expérience, d'être né dans ce pays, d'avoir grandi dans ce pays, d'avoir fait certaines études dans ce pays et d'avoir mené des activités, parce que vous menez quand même certaines activités, est-ce que vous n'avez pas, vous en tant que Mauritanien, des problèmes pour mener vos activités? Et qu'est-ce que ces activités peuvent apporter de positif à la Côte d'Ivoire? Moi, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert. Moi, j'ai la chance d'être né en Côte d'Ivoire. J'ai la chance d'appartenir à ce pays. Et j'ai la chance de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, tout ce que je vais apporter, et pour la communauté mauritanienne et pour la Côte d'Ivoire. Je l'exerce tranquillement. Je mène des activités parce que dans mon enfance, j'ai gardé un arrière-goût avec les camarades d'enfance. Quand on parle du sport ou bien on parle de musique, mes camarades d'enfance me disaient toujours il faut te taire parce que vous, la Mauritanie, on vous connaît que dans les boutiques. Tout ce qui est musique, tout ce qui est sport, on ne connaît pas de Mauritaniens. Ils ont cette image stéréotype du Mauritanien qui est derrière son comptoir. Ça peut s'expliquer. Oui. Ça peut s'expliquer. Mais je ne parlais pas de vous en tant que personne, pas vous en tant que personne, mais tous les Mauritaniens. Est-ce qu'ils jouent un rôle important
dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Les Mauritaniens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils peuvent atteindre environ 25 000 boutiques. 25 000 boutiques. Rendez-vous compte, une boutique, le plus petit de ces boutiques, sa contribution au trésor ivoirien, c'est-à-dire de la mairie jusqu'aux impôts, ça part de 100 000 jusqu'à environ des millions. Donc c'est un apport extrêmement important dans la balance dans la balance financière des mairies et des trésors ivoiriens. Et qu'est-ce que, puisque cette migration elle est économique, comme on l'a dit au début, le rapport d'accord, vous venez de donner une idée du volume global de la masse financière que le trésor ivoirien tire comme profit donc, de l'activité de certains Mauritaniens dans le commerce. Et dans notre pays, qu'est-ce que les activités des Mauritaniens qui exercent en Côte d'Ivoire rapportent à l'économie de la Mauritanie? Ils rapportent tout. Tous ces Mauritaniens qui sont partis ici de la Mauritanie pour aller en Côte d'Ivoire ne sont pas partis en tourisme. Ils sont allés chercher de quoi subvenir à leurs besoins. Je peux vous faire un calcul simple. Le Mauritanien qui part en Côte d'Ivoire, oui. Les 3 premières années, il se consacre à apprendre un métier, mais chaque année que Dieu fait, s'il n'a rien remporté à sa famille, il va remporter à peu près 200-300 000 oublias. Au moins. Au moins. D'accord. Et calculer vous pouvez avoir environ 75 000 personnes qui vont envoyer au pays. Qui viennent régulièrement en vacances en Mauritanie. Ils viennent régulièrement, pas, quand je dis régulièrement, pas chaque année, chaque 3 ans, au minimum 3 ans, sinon tous les 5 ans, ils sont au pays. Dites-moi, ça ne se passe pas toujours de façon positive, une migration, parce qu'il y a eu quand même quelques cas de problèmes qui sont peut-être des cas isolés. On a parlé une fois, je ne sais pas si c'est dans une revue, des Mauritaniens qui auraient escroqué d'autres Mauritaniens en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a eu, malheureusement, ces dernières années, quelques incidents, donc des Mauritaniens qui ont été tués par, ça rentre dans le cadre de grand banditisme, tout ça, mais qu'est-ce que vous conseillez aux Mauritaniens qui veulent migrer en Côte d'Ivoire? Malheureusement, que ce soit aux États-Unis ou en France, la sécurité à 100% n'existe plus. N'existe pas. Les temps changent. Oui. Il faut que ces jeunes qui vont immigrer en Côte d'Ivoire sachent que les choses qui étaient acceptées dans les années 70 ne peuvent plus être acceptées en 2023. Il faut que les gens apprennent à exercer un commerce, mettre au devant d'abord leur sécurité. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, tout ce que vous faites ne servira à rien. Il n'est plus acceptable, il n'est plus admissible qu'un jeune d'aujourd'hui aille travailler dans une boutique de 6 heures jusqu'à minuit. C'est impossible. C'est insupportable. Et quelque part, ça crée ces genres de désagréments qui font qu'à chaque 2 jours ou bien chaque mois, il y a un incident isolé, un Mauritanien qui a été tué dans une boutique ou qui a été agressé dans sa boutique par des voleurs. Mais la sécurité ne peut pas garantir à tout un chacun. Même la Côte d'Ivoire ne peut pas garantir la sécurité à ses propres citoyens. Ses propres citoyens, à force de... La sécurité, c'est pour tout le monde. Mais que les gens essayent quand même de raisonner avec un esprit positif. Est-ce que vous vous réunissez de temps en temps pour vous donner mutuellement des conseils? Réunir proprement dit faire des réunions, mais on fait de la sensibilisation. Moi, je fais des émissions spécialement en Hassaniya. Sur une radio privée en Côte d'Ivoire, où je ne parle que de ces genres de problèmes, ces genres de cas. Je leur soulève le problème. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de travailler dans une boutique de 6 h du matin jusqu'au soir à 18 h, voire 22 h? Est-ce que c'est supportable physiquement? Et quel est le rendement derrière? Pourquoi vous ne faites pas comme les autres services? Les autres supermarchés ouvrent à 8 h et ferment à 20 h. C'est vous qui devez amener les consommateurs à venir faire son achat pour que vous fermiez et puis vous allez vous reposer et vous allez vous tranquilliser.
pour reprendre le lendemain avec Oui, mais beaucoup plus d'énergie. Mais vous avez dit que c'est un travail de proximité aussi. Vous voulez que la boutique se ferme à 22h ou à 20h, une boutique qui se ferme, du coin qui se ferme à 20h, ça pose aussi d'autres problèmes de sécurité parce qu'il faut aller très loin chercher une autre boutique. Oui, et là, ça pose des problèmes. Oui, mais vous mettez une politique de sécurité pour votre propre personne, vous habituez les consommateurs à venir faire un achat de 6h à 18h. Et après 18h, vous fermez. Mais tout le monde va faire son achat avant 18h. Comme ça, mais si vous continuez de servir les gens comme avant, ça c'était une affaire, c'était quelque chose qui était faisable dans les années 70. La démographie a augmenté. Les problèmes commencent à devenir de plus en plus récurrents. Donc, il y a plein de problèmes à gérer. Donc, on ne peut pas gérer les problèmes des années 70, dans le temps de 70, en 2023. 2023. C'est pas Je suis possible. d'accord avec vous. Nous allons maintenant aborder un problème, c'est celui de l'enrôlement. L'enrôlement est un problème qui se pose, non pas seulement pour les ressortissants mauritaniens en Côte d'Ivoire, mais un peu partout d'ailleurs, en France, aux États-Unis et dans certains pays d'Afrique. Le problème de l'enrôlement se pose. Et en Côte d'Ivoire, il y a quelque temps, je le sais, c'est moi qui vous l'ai dit, il y avait un problème à un moment qui se posait, parce que certains Mauritaniens de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ils se déplacent donc aux structures d'accueil consulaire de la Mauritanie pour faire un papier, et là c'est le calvaire, parce qu'ils perdent beaucoup de temps et parce que parfois ils ne trouvent pas les documents dont ils ont besoin dans les délais normaux. Qu'est-ce qui s'était passé? Malheureusement, le problème du recensement jusqu'aujourd'hui, c'est un casse-tête. Depuis 10 ans, on a ouvert cette antenne à Abidjan pour l'enrôlement de tous les Mauritaniens. Malheureusement, les 80% des Mauritaniens résidant en Côte d'Ivoire ont un souci. Les familles ont un gros souci. Le souci, c'est quoi? Pour enrôler tous les citoyens mauritaniens, on demande que les familles aient un document officiel de leur attestation de mariage. Alors que vous savez que nous sommes un peuple traditionnellement bédouin. Toutes ces familles qui s'est mariées à l'époque ne l'ont pas fait avec un document justificatif. Ils ne l'ont pas fait à la mairie. Ils l'ont pas fait, ils l'ont fait traditionnellement, d'une manière religieuse. Donc il n'y a aucun document. Religieuse. Aujourd'hui, on leur demande de fournir un document. Où ils vont avoir ce document? Par contre, c'est l'antenne de l'enrôlement qui devait équiper ces services de tous les éléments qui vont leur permettre d'enrôler tout le monde. Nous avons demandé et nous continuons de demander à l'État mauritanien de mettre à disposition du bureau du recensement d'Abidjan un monsieur qui sera responsable des questions juridiques. Il faut qu'il y ait un juge qui va statuer sur les cas des personnes qui sont décédées. Il y a plein de personnes Non, je ne pense pas que ce soit la solution, parce que là, vous ne pouvez pas, dans un pays qui n'est pas votre pays, transborder vos coutumes et vos traditions. Non, je pense qu'il y a une partie qui doit se faire ici en Mauritanie, et maintenant l'autre partie doit se faire au consulat. Quel est le problème? Non, ce n'est pas une histoire de coutume. Vous vous rendez compte de la gravité de ce problème? Vous avez un service qui doit faire le renouvellement. Oui. Si ce service n'a pas quelqu'un pour statuer sur les cas de décès et les cas de mariés, comment on va faire le renouvellement? Est-ce que les 120 000 Mauritaniens qui vivent en Côte d'Ivoire doivent tous se déplacer individuellement pour venir faire un extrait de décès de leurs parents ou un certificat de mariage? En Mauritanie, oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voulez dire qu'il faut trouver un mécanisme qui fait en sorte que les problèmes qui ne doivent pas nécessairement, qui ne doivent pas nécessiter nécessairement donc un déplacement de la Côte d'Ivoire pour venir en Mauritanie régler un problème, qu'il soit réglé sur place. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que ce problème est un problème qui est devenu un problème juridique. Oui. Il faut que ces personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, ces familles qui sont en Côte d'Ivoire, qu'il y ait quelqu'un qui va statuer sur leur cas. Moi, par exemple, moi qui vous parle, j'ai ma fille qui n'a pas été enrôlée parce que moi, réellement, quand je me suis marié, je n'ai pas fait un mariage à la mairie. Vous êtes marié où? Je me suis marié comme tout bédouin mauritanien. Vous êtes marié à la mosquée. Dans lequel de vos deux pays? En Côte d'Ivoire. Vous êtes marié en Côte d'Ivoire? Oui. Mais le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire, comme ça existe aussi? Jusqu'aujourd'hui, il existe. Pourquoi il existe? Pourquoi vous n'allez pas à la mairie ou vous n'allez pas, machin, pourquoi? C'est pas une obligation.
C'est pas, mais aussi c'est un inconvénient pour vous Oui, de mais vous c'est un marier inco- comme ça. oui, Oui, mais c'est un inconvénient. Mais est-ce qu'on se disait que dans le temps, on serait rattrapé par cet inconvénient? C'était pas une Mais obligation. quand même, vous n'êtes pas votre père, rahmatullah alayna wa alayhi, vous n'êtes pas votre père. Vous êtes vous-même, vous êtes né dans une autre génération. Vous dépendez d'une autre génération. Vous êtes dans un autre cadre. Oui. Mais je suis surpris de vous entendre dire que vous avez fait le mariage comme on le ferait à Ouena Tisbul ou qu'on ferait, je ne sais pas moi, Oui, mais à Tigint. Oui, mais moi, aucune loi m'oblige d'aller le faire dans un milieu. Non, je sais qu'il ne vous oblige pas. Mais C'est tout. Voilà, vous vous trouvez maintenant confronté à un problème que vous Oui, auriez mais pu éviter. Oui, mais confronté à un problème, la solution, elle doit venir de ceux qui ont posé le problème. Ceux qui ont créé cet avancement. Je peux dire que ceux qui ont créé cette méthode d'enrôlement, ils veulent nous amener de l'avant. Mais il faut tenir compte des réalités. Les réalités, c'est que les 80% des familles mauritaniennes qui sont en Côte d'Ivoire sont tous mariées dans les mosquées. Oui, ça c'est la tradition. Mais est-ce qu'on peut se marier à la mosquée pour respecter la... Est-ce qu'ici en Mauritanie, tous ceux qui sont mariés à la mosquée, ils ont un document de mariage? Non, si, ils ont un document quand même, parce qu'ils ont un document, mais qui n'est pas un document officiel. Mais si c'est pas un document... Oui, mais si c'est pas un document officiel... C'est un témoignage plutôt. Oui, mais les témoignages, nous, on s'est mariés, il y a des témoins. Oui. Mais, si mais est-ce que si vous faites un mariage, par exemple, traditionnel, parce que c'est important qu'on s'arrête un peu sur ça, pour que d'autres ne soient pas dans votre cas. Est-ce que si vous mariez dans une mosquée, quelque chose vous empêche d'aller devant la mairie pour déclarer un mariage? Non. La mairie ivoirienne. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand je vous dis aujourd'hui, les mariages à la mairie et les mariages à la mosquée sont sur le même point d'égalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont la même force de loi. La même force de loi. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous marier dans une mosquée, on va vous donner une attestation qui a la même validité que l'attestation qui est faite à la mairie. Oui. Mais ça, c'est aujourd'hui. Oui. Mais ceux qui sont nés comme moi, qui sont nés en 67, qui sont nés en 70, qui sont nés en 80, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'il y ait une solution. Mais tu n'étais pas marié en 67 quand même. Oui, non, mais je ne suis pas marié en 67. Je suis né en 67. Je vais dire que quand moi je dis, c'est pas moi, le problème, c'est pas que moi. Oui, moi, le problème, c'est mon père. C'est le père de l'autre. Tous ceux qui sont mariés dans les années 2000. Mais votre père, il a fait ce qu'il devait faire. Vous êtes né, il vous a fait des documents qui font de vous un Ivoirien. Oui, mais à cette époque. Mais vous vous mariez maintenant avec une femme et vous n'avez pas fait non, ça. Je me suis pas, quand vous dites je me suis marié, je ne me suis pas marié maintenant. Je me suis marié avant qu'on amène le recensement. Avant le délai recensement. En Mauritanie. En Côte d'Ivoire, je me suis marié avant qu'on crée ce nouveau système d'enrôlement typiquement mauritanien. Non, mais là, je reviens. Non, ça veut dire que si vous étiez marié mauritanien, vous êtes mauritanien, marié à une mauritanienne, à la tradition mauritanienne, à la religion mauritanienne, mais si vous étiez présenté à une administration ivoirienne, logiquement, vous devriez avoir un document officiel qui vous permet de vous faire enrôler quand vous voulez. Mais je vous dis, en Côte d'Ivoire, les choses avancent. Avant, oui. Les gens pouvaient se marier à la mosquée sans qu'il y ait un document. Oui. La Côte d'Ivoire. Vous parlez d'une période donnée. D'une période donnée. Donc on est là dans le vide. Il y a un vide juridique. C'est-à-dire que les gens qui se sont mariés de façon traditionnelle ou religieuse dans une mosquée, ils ne se sont pas fait enrôler. Ils ne peuvent pas se faire enrôler parce qu'on Maintenant, il leur faut le retour au bercail, c'est-à-dire en Mauritanie, pour avoir un document. Il faut qu'ils présentent un document de mariage, ce qui n'était pas le cas au moment où ils s'est marié. À cette époque, on n'avait pas besoin forcément d'un document de mariage. Est-ce que vous voyez la gravité de ce n'était pas une obligation. En Côte d'Ivoire, on n'oblige pas quelqu'un à aller se marier à la mairie au détriment de la mosquée. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a récupéré, a essayé d'avancer. Aujourd'hui, les mosquées vous délivrent un document de mariage qui a la même validité que le document qui est fait à la mairie. Mais ça, c'est pour ceux qui viennent de se marier. Et il est accepté par les autorités mauritaniennes de l'enrôlement? Oui. Ok. Donc, je vais vous demander, pour finir, deux appels, si vous avez à lancer. Quels seraient les appels que vous allez lancer? Un, pour les autorités mauritaniennes, pour leur dire un peu ce qui manquerait pour qu'il soit bon de vivre en Côte d'Ivoire quand on est mauritanien. Et le deuxième appel pour la jeunesse qui veut migrer en Côte d'Ivoire.
Le premier appel, d'abord, moi je vais d'abord m'adresser aux autorités mauritaniennes pour leur dire qu'il y a il y a quelque chose que nous, on devait faire, et que l'État devait nous accompagner. Moi, personnellement, depuis 1995, je mène des actions culturelles en faveur de la Mauritanie. Chaque année, nous organisons trois fêtes mauritaniennes, la fête de l'indépendance, le Ramadan et la Tabaski, où nous amenons des artistes, des comédiens de la Mauritanie pour fêter, pour montrer aux habitants de la Côte d'Ivoire que nous sommes un peuple qui a une culture. On valorise ce côté culturel, malheureusement, qui nous manque. Beaucoup de Mauritaniens, cette génération, après les indépendances, ne sort pas ce côté culturel, ne pense qu'à leur intérêt personnel, c'est-à-dire que la boutique. Moi, je peux faire ma boutique, mais il faut que je participe avec les autres communautés pour montrer nos valeurs culturelles. Alors qu'en Mauritanie, on se dit qu'à part notre culture, il n'y a pas de culture ailleurs. Et il n'y a pas une musique qui est plus importante que la musique mauritanienne. Par contre, c'est l'inverse qui arrive à l'étranger. La deuxième des choses, tout le monde sait que le peuple mauritanien est un peuple religieux. C'est nous qui avons envoyé l'islam dans tous ces pays. Malheureusement, nous sommes en 2023. Nous sommes la seule communauté qui est en Côte d'Ivoire qui n'a qu'une seule mosquée. Au moment où les Sénégalais ont une centaine de mosquées, les Guinéens une centaine de mosquées, les Burkinabés une centaine de mosquées, les Nigériens une centaine de mosquées, les Libanais une centaine de mosquées, nous sommes la seule communauté qui n'a qu'une mosquée. Alors que une mosquée mauritanienne. Une seule mosquée mauritanienne. Elle a été financée par qui? Cette mosquée a été financée à 100% par ma famille, construite par ma mère, paix à son âme, puisqu'elle est venue dans une ville de la Côte d'Ivoire, à 120 km d'Abidjan, une ville qui s'appelle Ndoussi. Elle est arrivée dans cette ville en 1958 et elle est décédée en 2023. Mais avant de décéder, elle a fait une charité aux musulmans. Aux musulmans de la ville de Ndoussi. Une mosquée qui a été ouverte il y a 2 ans, qui reçoit plus de 300 fidèles pour accomplir les 5 prières de la journée. Le message que je vais lancer à la jeunesse qui veulent aller en Mauritanie, qui veulent aller en Côte d'Ivoire pour aller travailler ou bien aller à l'étranger, moi je leur demande d'avoir le minimum quand même de bagages pour pouvoir réussir dans leur mission à l'étranger. Aujourd'hui, on ne peut plus aller à l'étranger juste avec une envie, j'ai envie d'aller à l'étranger. Mais vous allez à l'étranger, qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez faire? Malheureusement, quand je vois tous ces jeunes qui sont répartis en Côte d'Ivoire, qui viennent, il y en a qui n'ont que 18 ans. 18 ans. Comment quelqu'un qui a 18 ans peut aller s'aventurer? Et quand il va à l'aventure, il a quel niveau? Niveau collège. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui viennent, qui ont le bac, plus 2. Ils vont faire 10 ans en Côte d'Ivoire. Ils n'apprennent rien à part le commerce. Ils ne peuvent même pas écrire leur nom en français. Il faut que les gens aient quand même un esprit ouvert. Quand vous allez dans un pays, apprenez tous les jours de nouveaux métiers. Ayez ouvert. Ayez un esprit ouvert. Travailler dans l'informel, par exemple. On ne peut pas rester là à travailler dans l'informel. Ça n'apporte pas grand-chose. Alors qu'au contraire, malheureusement, beaucoup sont en train de sacrifier leurs enfants qui viennent souffrir en Côte d'Ivoire, qui travaillent de 6h jusqu'à 3h du matin. Entre-temps, au village, on dit non, ce dernier, il a une boutique qui fait employer plus d'une vingtaine de personnes, ce qui n'est pas vrai. Et ce qui est grave, tout ce que les gens vont faire comme travail, tout le rendement qu'ils amènent à leurs parents au pays, sont dilapidés d'une manière rapide, injuste. On ne prend pas cet argent pour investir à faire quelque chose de positif. Le pauvre, il s'en va souvent en Côte d'Ivoire pendant 3 ans. L'argent qu'il ramène à la famille, cet argent est dilapidé en moins de quelques mois. Et ça, c'est des choses qu'il faut changer. Il ne faudra pas envoyer vos enfants à l'aventure, aller souffrir, et le gain qui vous ramène ne soit pas investi à quelque chose de positif pour un lendemain meilleur. Quant aux autorités, nous leur demandons vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Les 2 peuples, ça va très bien. Mais nous voulons que les 2 États essayent d'avancer. La Côte d'Ivoire, elle a le bois. La Mauritanie a le poisson. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui consomme plus le poisson. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas des investisseurs mauritaniens. On n'a pas des sociétés mauritaniennes
qui amènent ce poisson en Côte d'Ivoire. Et on ne sait pas pourquoi en Mauritanie, on n'a pas des investisseurs mauritaniens qui amènent le bois de la Côte d'Ivoire vers la Mauritanie. Ah, le bois de la Côte d'Ivoire vers la Mauritanie. Le bois de la Côte d'Ivoire vers la Mauritanie. Il n'y a que ça, je vous le dis moi, parce que le marché est inondé, même saturé donc, du bois ivoirien. Je vous remercie, Brahim. C'est ça? Oui. D'avoir accepté donc, de nous accorder cet entretien qui est riche en informations, aussi bien pour d'ailleurs nous que pour les Mauritaniens. Je vous remercie aussi pour votre franchise et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver une prochaine fois pour parler plus de la Côte d'Ivoire et du pont qui relie la Mauritanie à la Côte d'Ivoire sur le plan économique et sur le plan social à cause de l'immigration. Et je souhaite un très bon retour dans ton pays et j'espère que nous nous retrouverons bientôt. Merci. Inch'Allah. Merci vraiment à vous. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux ici à Nouakchott. Et que Dieu fasse que les choses vont de l'avant, Inch'Allah. Merci. Vous êtes marié où? Je me suis marié comme tout bédouin mauritanien. Vous êtes marié où? Dans lequel de vos deux pays? En Côte d'Ivoire. Vous êtes marié en Côte d'Ivoire? Oui. Mais le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire, comme ça existe aussi? Jusqu'aujourd'hui, il existe. Pourquoi il existe? Pourquoi vous n'allez pas à la mairie ou vous n'allez pas, machin, pourquoi? C'est pas une obligation. C'est pas, mais aussi c'est un inconvénient pour vous de vous marier comme ça. Oui, mais c'est un inconvénient. Est-ce qu'on se disait que dans le temps, on serait rattrapé par cet inconvénient? C'était pas une obligation. Mais quand même, vous n'êtes pas votre père, rahmatullah alayna wa alayhi, vous n'êtes pas votre père. Vous êtes vous-même, vous êtes né dans une autre génération. Vous dépendez d'une autre génération. Vous êtes dans un autre cadre. Oui. Mais je suis surpris de vous entendre dire que vous avez fait le mariage comme on le ferait à Ouenatisbul ou qu'on ferait, je ne sais pas moi, oui, mais, à Tigint. Oui, mais moi, aucune loi m'oblige d'aller le faire dans un milieu. Non, je sais qu'il ne vous oblige pas, mais voilà, vous vous trouvez maintenant confronté à un problème que vous auriez pu éviter. Oui, mais confronté à un problème, la solution, elle doit venir de ceux qui ont posé le problème. Ceux qui ont créé cet avancement. Je peux dire que ceux qui ont créé cette méthode d'enrôlement, ils veulent nous amener de l'avant. Mais il faut tenir compte des réalités. Les réalités, c'est que les 80% des familles mauritaniennes qui sont en Côte d'Ivoire sont tous mariées dans les mosquées. Oui, ça c'est la tradition. Mais est-ce qu'on peut se marier à la mosquée pour respecter la... Est-ce qu'ici en Mauritanie, tous ceux qui sont mariés à la mosquée, ils ont un document? Fabio Gesta Isa Tongolo Isa Tangala Oya Jide Galouji Isa Tongolo Isa Tangala Jide Arsenal Ivan Trésor, fils de son père Papa Muguluku Jos Ben Josa Selbri